Bonjour et bienvenue sur KTV en direct à la télévision, à la radio et sur les réseaux sociaux pour ce temps de parole consacré au pass sanitaire et sa mise en place notamment à Mayotte. Et pour en parler, nous recevons ce matin Charles-Henri Mandala, le président de l'UMI. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là ce matin. Alors, deux aspects. Tout d'abord, parlons du monde de la nuit. On a dit, voilà, ouverture des discothèques le 9 juillet. Les gens prêts à aller danser. Comment ça se passe concrètement à Mayotte ? Comme on s'y attendait, hein. De toute façon, quand on s'est vu la dernière fois, on vous avait exposé le fait que le syndicat au national estimait qu'à peine 20% de la profession tenterait une réouverture, parce que c'est quand même extrêmement compliqué. Je pense qu'ici à Mayotte, on est clairement là-dedans aussi, peut-être même en dessous. Les établissements fermés, physiquement fermés, n'ont quasiment pas réouvert, hein. La situation étant très problématique à gérer, d'autant qu'on n'a pas la même logistique qu'en métropole. On va prendre pour exemple une structure qui a été mise en application en métropole sur la demande de l'UMIH, syndicat national, et qui devait être déclinée dans les Outre-mer et notamment à Mayotte. Hein. Structure avec laquelle j'ai pris moi-même contact, qui est une structure qui s'appelle Farnum, qui devait monter justement des tentes devant les établissements et faire les tests antigéniques gratuits en mettant à disposition du personnel pour soulager les tenanciers de discothèques et qu'il n'ait pas à s'occuper de ce problème-là, sachant que les tests auraient été bien évidemment aussi pris en charge et remboursés. Et ça ne coûtait donc à l'exploitant rien du tout. À ce jour, à Mayotte, on n'a évidemment pas de prestataire qui peut réaliser cette tâche-là. Donc il revient encore à l'exploitant de faire lui-même les contrôles sur les entrées. Vous imaginez, en termes de logistique, voire de coûts, de filtrage, du personnel, etc., les problématiques que ça pose. Et même pour les gens, se dire je vais aller danser, il faut que je fasse un test avant d'y aller, c'est la croix à la bannière. Oui, on est d'accord que dans l'absolu, les gens, déjà, il y a un manque d'information, ça c'est évident. Il y a une confusion avec certaines situations. Et les gens viennent surtout dans un but qui est bien légitime, de se distraire, de s'amuser. S'ils doivent commencer à sortir avec le carnet de santé, c'est quand même déjà tout de suite moins attractif. Donc effectivement, ça pose pas mal d'interrogations et de problématiques. Après, de par le fait, vous êtes en train de vous restreindre d'un volume de clientèle, se pose tout de suite derrière la problématique du point d'équilibre économique. On en a parlé. Ouvrir pour ouvrir, c'est bien, mais ouvrir pour être à l'équilibre et pas perdre d'argent, c'est quand même mieux. C'est un peu le but d'une entreprise. Si on vous donne le droit de travailler, mais qu'il est tellement restreint que ça vous fait perdre de l'argent à un certain moment. C'est pour ça qu'il y a 2 tiers des discothèques qui n'ont pas rouvert en métropole. Hein. C'est le cas, oui. À peu près le même cas à Mayotte. Alors, vous disiez confusion. Aujourd'hui, c'est sur toutes les lèvres, ce fameux pass sanitaire. Le président l'a indiqué, à partir, je crois, fin du mois, début du mois d'août, quand la loi passe, on pourra aller dans les restaurants, dans les bars, sur les terres, boire un verre ou manger, qu'à la condition d'avoir le pass sanitaire. Donc, vacciné ou test PCR ou antigénique. Ça veut dire que moi, demain, je ne suis pas vacciné, je veux aller manger chez vous, je ne pourrai pas y aller si je ne suis pas vacciné. Comment ça va se passer ? Alors concrètement, à ce jour, effectivement, déjà, comme tout texte, il faut que ce soit légiféré, adopté, voté, hein, d'accord. Donc on va effectivement attendre avec une grande inquiétude, hein, c'est sûr, les débats qui vont se tenir dans les jours prochains à l'Assemblée sur l'avant-projet de loi, sur le projet de loi plus exactement. De ce que nous en savons par le syndicat au national, effectivement, la mesure du pass sanitaire va être étendue aux restaurants, cafés, évidemment salle de concert, etc. Bon, ça, voilà. Mais restons sur nos professions. Alors, on peut y voir un aspect positif, s'il y en a au moins, c'est celui de rétablir un équilibre d'équité avec les discothèques, puisqu'évidemment, eux, ils sont entravés avec le pass sanitaire, ils ont été fermés, ensuite entravés avec le pass sanitaire. Donc, c'est vrai que ça rétablit un équilibre avec les restaurateurs qui peuvent faire des soirées dansantes et qui, pour le coup, étaient exclus de ce système-là et pouvaient récupérer une partie de la clientèle des discothèques. Bon, de ce point de vue-là, ça rétablit une certaine équité. S'il doit y avoir un point positif, ce serait celui-là. Mais hormis ça, il y a un problème logistique encore qui se pose.
Le texte est pas encore complet. Le ministre Véran a annoncé une date butoir aussi de vaccination pour les salariés. Enfin, en tout cas, là aussi, ça pose un problème à ce niveau-là. 30 août, a priori, hein, la date est pas complètement fixée, mais les gens pourront ensuite, visiblement, fournir un test PCR à leur employeur. Les tests, je rappelle, qui vont quand même être aussi déremboursés à partir d'un certain moment, puisque ça s'appelle des tests de confort. Ouais. Et donc, fatalement, se pose un problème aussi avec les salariés. Il n'y a pas que les clients. Comment on va gérer ce problème-là ? Comment va-t-on faire ? Donc, concrètement, les gens pourront rentrer chez nous que s'ils ont effectivement ce pass sanitaire, donc que ce soit pour boire un café ou déjeuner. Le gérant d'établissement aura obligation de filtrer la clientèle, de contrôler la clientèle à l'entrée. Et sinon, on sera passible effectivement d'une amende pouvant aller... Vous allez faire, je veux dire, s'il y a des clients fidèles, et en même temps ça coûte de l'argent, vous allez mettre quelqu'un, ça veut dire que vous aurez une personne de votre personnel qui, au lieu de servir les gens à table, va servir de garde à l'entrée. Ben, concrètement, à ce jour, on peut considérer que, par exemple, moi, je ne travaille plus. Je suis effectivement à l'entrée, filtrer les gens, vérifier avec des QR codes, voir les attestations papier, avec l'application anti-Covid Vérif. Donc j'ai plus de temps de travail. Je suis à disposition et je suis en train de contrôler aussi des attestations via une application ou l'attestation papier et mon smartphone en demandant que ce soit assorti d'une pièce d'identité. Là aussi... c'est très compliqué. Non, justement, il y a beaucoup de restaurateurs, des patrons en France qui disaient attendez, messieurs, on n'est pas des vigiles ni des policiers. Oui. C'est pas ça du tout notre métier. On sait qu'aujourd'hui, par exemple, il y a des commerces alimentaires ou même des pharmacies qui se retrouvent dans des galeries marchandes qui n'ont pas de porte, des fois. Donc, vous arrivez, vous rentrez dans la pharmacie ou dans le commerce alimentaire. Mais ce que j'ai envie de comprendre, Charles-Henri, c'est qu'aujourd'hui, à chaque fois qu'on a dit de Mayotte, un département particulier, machin, aujourd'hui, nous allons très bien. Nous avons une situation quand même qui nous permet aujourd'hui de ne pas tout de suite qu'on nous impose ces mesures par rapport aux autres. Comment ça se fait qu'on doit absolument l'appliquer ? C'est ça ce que je me pose comme question. C'est qu'aujourd'hui, à la limite, on serait à la même situation que d'autres départements. J'aurais compris que la loi, elle est tous pour tout le monde. Mais quand ça arrange... on applique à Mayotte. Quand ça ne les arrange pas, on n'applique pas à Mayotte. Oui, sur cet aspect-là, c'est quand même assez compliqué. On va quand même pas se mentir. C'est difficile de faire des lois à tiroir avec sans arrêt sortir tel ou tel territoire. Vous avez des limitations de vitesse sur la route, elles sont pour tout le monde sur le sol national. Bon, là, on va partir du principe quand même que pour une question de facilité et aussi d'équité devant la loi, elle est valable pour tout le sol national. Donc c'est pas spécifiquement ce qui me choque. Évidemment, la situation étant mieux, et pourvu que ça dure d'ailleurs, à Mayotte est plutôt positive. Maintenant, le variant Delta, dont on nous rabat les oreilles depuis maintenant quelques semaines, effectivement semble très, très contagieux. Maintenant, entre contagieux et malade, il y a peut-être aussi un monde. Hein, donc, pas que Delta, à voir. De toute façon, on ne restera pas forcément épargné bien longtemps, mais contagieux, enfin, en tout cas contaminé ne veut pas dire forcément malade, déjà d'une, hein, donc on verra bien, espérons que ce ne soit pas le cas. Mais pour ce qui est des nouvelles restrictions potentielles, bon, déjà, il y a plusieurs aspects qui vont avoir à être débattus à l'Assemblée, hein, parce qu'effectivement, il y a quand même encore une fois un coup de vis sur les libertés et sur certaines conditions d'exercer des professions. Donc il faut bien évidemment que ce soit légiféré, adopté et considéré comme valide par le Conseil d'État. Hein, donc ça c'est évident. Au niveau du national, nous on est en train déjà de se positionner pour demander la sortie du pass sanitaire des terrasses, d'accord, puisque quand même on est en air libre et on se dit à minima il faut quand même essayer encore une fois de sauver la profession. Les terrasses sont concernées également. Voilà, elles sont prises pour l'instant, c'était confirmé par le ministre Attal qu'effectivement elles étaient concernées aussi. Hein, donc l'UMIH au niveau national demande à ce que les terrasses soient exclues du dispositif. C'est pas gagné. Et effectivement, ensuite, un accompagnement financier, de nouveau la remise en route et non plus dégressif du fonds de solidarité. Alors ça vaut pour toute la profession, hein. C'est HRD qui a fait hôtel, restaurant, discothèque, on est d'accord. Donc la remise en route du fonds de solidarité, mais non pas de façon dégressive, mais sur une base de perte de chiffre d'affaires. Parce que là, clairement, si vous avez seulement comme potentiel client les gens assortis d'un pass sanitaire,
à partir du 1er août, j'aime autant vous dire que là, on risque pas de tourner avec beaucoup de clients. Hein. Alors justement, Léonard Rodier disait la dernière fois que Charles-Henri, aujourd'hui, vous avez toujours respecté les règles dès qu'elles étaient mises en place et appliquées. Aujourd'hui, si on tourne dans Mayotte, Charles-Henri, quand on va voir que vous, de l'autre côté, vous allez respecter, mais j'ai envie d'aller manger une brochette, quelle maman brochetti va vérifier si j'ai un pass sanitaire? Et quelle maman brochetti va même vérifier déjà, même si elle n'est pas vaccinée, ou les gens qui travaillent autour d'elle pour nous servir à manger des brochettes dans les rues, dans les quartiers. Donc vous allez respecter, les autres vont pouvoir continuer à travailler, mais on va déployer qui sur le terrain pour contrôler tout ce monde-là? Très franchement, c'est une bonne question. Je ne suis pas allé encore jusqu'à cette problématique-là, mais effectivement, on peut légitimement se poser la question sur la base de quoi ou comment seront effectués les contrôles, ou vers qui seront effectués les contrôles, et par quels moyens seront effectués les contrôles aussi, évidemment. Là, ça entraîne de fait potentiellement une concurrence déloyale débridée, avec des gens qui seront hors sol et qui diront, bon, bah, moi, de toute façon, c'est pas grave, je fais tant que ça dure. Et puis d'autres qui vont essayer encore de se contraindre et qui vont, encore une fois de plus, mettre leur clientèle dans une pénibilité, peut-être la perdre, l'agacer, parce qu'il y a aussi ce problème-là, parce qu'aujourd'hui, quand vous expliquez encore que dans les restaurants, le protocole sanitaire engage l'obligation de porter le masque pour tout déplacement, que ce soit en terrasse comme à l'intérieur, vous avez quand même beaucoup de mal à l'expliquer et à le faire comprendre. Donc de plus en plus, il y a quand même un peu d'agressivité parfois et d'incompréhension, qui est entraîné par aussi un millefeuille réglementaire qui fait que sur le domaine public, par exemple, donc la rue, le masque n'est plus obligatoire. Mais le domaine public n'a strictement rien à voir avec une entreprise privée. D'accord ? Quand vous rentrez chez moi, vous êtes sur un domaine privé. À partir de là, vous respectez un protocole sanitaire en place, en vigueur dans la profession. Et aujourd'hui, le port du masque en fait encore partie. Voilà. Donc il y a une telle multiplicité de cas, ça crée une confusion effectivement dans la tête des gens, un agacement qui est bien compréhensible, et pour les professionnels, une très très grosse difficulté pour travailler tranquillement tous les jours, quoi. Justement, est-ce que ça remet en question les entreprises? Parce qu'on sait que beaucoup se sont cassés la figure, ne n'ont pas rouvert, on a parlé de 50%, c'était énorme. Est-ce que là, notamment à Mayotte, avec ce pass sanitaire, demain il est mis en place, est-ce que ça va mettre en danger des boîtes? Carrément, ils vont fermer parce qu'ils ne pourront plus bosser? Là, pour le coup, clairement, depuis le 15 mars, que cette crise, 15 mars 2020, que cette crise a commencé, on a eu des moments durs, on a eu des fermetures sèches dès le départ, clairement. On a souvent été montré du doigt dans nos professions comme potentiellement à risque, un peu stigmatisé, donc ça a été pas toujours facile à vivre, vécu un peu comme une injustice, c'est très compliqué. Ceci étant, les prises de décision qui ont été faites à Mayotte, notamment, nous ont pour le coup, sur ce qu'on disait tout à l'heure, sorti de certaines fermetures par rapport à la métropole, notamment, hormis les discothèques, hélas, mais pour les restaurateurs, effectivement, on a eu des plages d'ouverture qui ont été quand même beaucoup plus larges que la métropole. Donc il faut quand même bien dire que la situation mahoraise a bien été prise en compte quand même par les services de l'État, et on a été entendu dans nos requêtes de demande d'ouverture. Ça, c'est quand même plutôt positif. Ceci étant, très honnêtement aujourd'hui, cette situation de passe sanitaire, s'il y a quelque chose qui me fait vraiment froid dans le dos par rapport à tout ce qui s'est passé depuis un an, c'est ça. Très clairement, je ne sais pas comment je vais gérer ça, je ne sais pas quel est le pourcentage de ma clientèle qui sera apte à pouvoir rentrer chez moi, je ne sais pas à quelle vitesse les gens vont se diriger vers la vaccination. J'ai commencé un discours aussi, parce qu'encore une fois, à chaque fois je le dis, mais c'est vrai, un restaurant, une discothèque, un hôtel, un café, ce que vous voulez, c'est une équipe de gens qui travaillent avec vous. Donc il faut aussi que je pense à mon staff. On a eu des briefings avec nos équipes, on leur a expliqué la problématique d'envergure, qui les touche aussi, puisqu'ils seront dans une incapacité de travailler s'ils ne peuvent pas être en règle vis-à-vis du pass sanitaire eux-mêmes. Et d'après ce qui se dit... Le personnel doit être
Obligatoirement. Ça oui. concerne également votre personnel. Oui, bien sûr. Être vacciné ou faire un test tous les jours. Oui, sachant encore une fois qu'à partir du 15 septembre, les tests PCR dits de confort seront déremboursés. Donc, si le personnel commence à vous faire un test tous les 2 jours, déjà vous imaginez l'inconfort. Donc en gros, ils sont obligés d'aller se faire vacciner. En gros, c'est quand même un peu ça. Il n'y a pas de choix. Oui, ça ressemble un peu à ça. Et d'après l'avant-projet de loi et tout ce qui se dit, alors encore une fois, il faudra que ça sera traduit dans les textes et qu'on voit effectivement. Hein. Donc allons pas plus vite que la musique. Mais potentiellement, c'est une situation qui peut devenir un motif de licenciement. Et en tout cas, vous n'aurez plus la possibilité de faire travailler votre salarié tant qu'il n'est pas en règle. Je ne sais pas si vous imaginez quand même la problématique. Humainement parlant, c'est potentiellement des situations compliquées. Hein. Et puis, vous me disiez en antenne qu'il est où le secret médical? C'est-à-dire de la personne est libre de se vacciner ou pas. Ça nous regarde, ça me regarde, ça vous regarde. Oui. Mais maintenant, vous allez dire, vous êtes vacciné ou pas? J'ai envie de vous dire, mais ça vous regarde. Enfin, voilà, il y a ce côté-là. Et l'autre côté aussi, on parlait d'un hôtel-restaurant. La personne, pour aller à l'hôtel, ne pourra pas manger dans le restaurant. C'est des situations incompréhensibles. Oui, c'est une situation un peu ubuesque. Effectivement, aujourd'hui, les hôtels sont pour l'instant exclus de l'avant-projet de loi, hein, c'est évident. Donc, si vous avez un hôtel-restaurant, le client rentre chez vous dans l'hôtel, mais s'il n'a pas de passe sanitaire, il ne peut pas manger au restaurant. Donc, là aussi, ça peut être un peu difficilement compréhensible. Je reviens sur l'aspect humain, effectivement, pour nos équipes, indépendamment de nos clients, bien évidemment. À titre personnel, c'est pas un secret, hein, je le dis, à titre personnel, je suis vacciné. C'est un choix personnel, comme on l'a dit tout à l'heure. Hein. J'y ai longuement réfléchi et j'en suis persuadé. C'est de toute façon, pour moi en tout cas, la seule issue finale pour se débarrasser de cette épidémie. En tout cas, j'en vois pas d'autres. Donc je me suis fait vacciner, mais c'est effectivement un choix que j'ai fait plein et entier après réflexion. Voilà. Donc, et vous l'auriez pas fait, je suis obligé de le faire. Oui, tout à fait. Vous auriez été contre en tant que boss d'un restaurant, vous êtes obligé de le faire. Alors là, en tant qu'employeur, je suis effectivement aujourd'hui en train de regarder les textes et j'attends avec une grande anxiété la sortie définitive parce qu'effectivement, je me mets dans une position où j'ai quand même la sensation d'aller dans la vie privée des gens, à commencer par mes salariés, en leur suggérant fortement d'aller se faire vacciner, sinon ils risquent de ne plus pouvoir travailler. C'est clair que, et surtout que Charles-Henri, quand on voit aujourd'hui déjà le temps de pouvoir trouver une place pour se faire vacciner, est-ce qu'en attendant, on le met en chômage technique, en chômage, je ne sais pas, parce que pour l'instant, il n'a pas eu le rendez-vous, il n'a pas pu se faire vacciner. Non. Beaucoup sont allés faire la file d'attente et revenir le lendemain et n'ont pas pu. Donc comment ça va se passer? C'est là où la question qu'on peut se poser. Là, je peux vous répondre, c'est très clair, hein, sur l'avant-projet de loi là-dessus. L'État part du principe que le salarié qui se rend sur un site de vaccination, ce sera à l'employeur de l'assumer. Ça n'est donc ni décompté en congé payé, ni décompté en absence. Donc le salarié sera payé comme s'il était au travail. Oui, c'est dans l'avant-projet de loi. Il aura 1 mois et demi. Ça a été ramené une semaine en moins. Hein. Olivier Véran a dit, alors ça aussi, il a dit hier, que c'est plus les 2 semaines après la deuxième dose, c'est 1 semaine. Oui. Donc ça raccourcit un peu tout ça. C'est pas évident. La décision finale est attendue pour quand? Ben là aussi, c'est un gros sujet d'inquiétude. Hein. Vous l'avez vu comme moi, le décret d'ouverture des discothèques est sorti le 9, pour le 9. Donc là aussi, après des établissements fermés depuis 1 an et demi, pour remettre en route un établissement, on va dire que c'est pas très confortable. Jusqu'au jour J, vous attendez, en disant on ouvre à 23h, mais bon, sans savoir si c'est possible ou pas. Là, le 1er août, c'est demain quand même. Hein, donc effectivement, il faudrait que les débats soient tranchés extrêmement rapidement, parce que ça va nécessiter de la formation, de l'information, de la mise en place, de l'acquisition de matériel, la mise en place des applications pour ceux qui ne les ont pas, qui sont téléchargeables gratuitement sur l'Apple Store ou le Google Store, Google Play, voilà, je ne sais pas comment ça s'appelle. Donc ces applications sont gratuites, téléchargeables, donc il y en a 2. Hein. Il y a Tous Anti-Covid, la classique, et Tous Anti-Covid Vérif pour les pros qui, comme nous, auront à vérifier le passeport sanitaire. Donc voilà, après vous pouvez aussi venir avec l'attestation papier, hein, qu'on soit d'accord aussi, hein, il y a un QR code dessus, vous pouvez imprimer l'attestation papier.
soit vous prenez l'attestation digitale et elle rentre dans votre Tous Anti-Covid, dans le wallet, dans le portefeuille des attestations, et vous la présentez à votre prestataire, lequel va scanner votre QR code, ou soit l'attestation papier fera aussi l'affaire. Voilà, donc pour cette partie-là. Mais encore une fois, nous, on en revient au fait qu'il y a une problématique d'urgence, de temps, encore une fois, qui va nous mettre dans un inconfort absolu. Une absorption des textes, là aussi, il va falloir aller très très vite avec les collègues pour leur expliquer. Déjà, avec les discothèques, c'est pas simple. Les restaurateurs, ça va pas l'être non plus. Oui, il va y avoir forcément, on va demander forcément une souplesse. Charles-Henri, ça veut dire que ça se complique. Vous allez retourner à la case départ, reprendre les livraisons. Il n'y a que ça qui peut... Très franchement, j'étais en train de me poser cette question-là. Ouais. Je ne sais pas du tout où va être mon volume d'affaires et comment je vais gérer ça. Je veux dire, il faut bien se rendre compte que c'est une logistique, un temps qui va être à mettre dessus, un risque qui va planer au-dessus de la tête des professionnels. Je rappelle quand même que l'avant-projet de loi prévoit quand même pour le gérant 45 000 € d'amende et 1 an d'emprisonnement. D'accord. Et tout salarié qui serait pareil sans passe sanitaire ou tout client, c'est 135 € d'amende, potentiellement dans l'établissement. Donc les sanctions ne sont pas neutres potentiellement. Alors on me dirait, est-ce qu'il y aura des contrôles ou pas? Ça, j'en sais rien. Mais en tout cas, en tant que professionnel, déjà, j'ai pour habitude, en plus, qui plus est, en tant que président de l'UMIH, forcément, j'adhère à une entité patronale. Je me dois quand même de respecter la réglementation en vigueur. Enfin, en tout cas, d'y coller au plus près. Donc il est bien évident que je vais essayer de m'y conformer, mais quel sacrifice ça va occasionner? Qu'est-ce qui va rester? Franchement... Est-ce que toutes vos craintes, vous avez envie de les expliquer au nouveau préfet? Bien évidemment. Bien évidemment, on va demander audience au nouveau préfet. On souhaite le rencontrer effectivement très rapidement. Parce que nos professions sont effectivement, comme on l'a dit, depuis plus d'1 an et demi, dans leur globalité, dans une très très grande difficulté. S'il y a un secteur qui n'a pas été épargné, ça reste quand même bien le nôtre. Là-dessus, on sera tous d'accord. Il ne s'agit pas de se plaindre pour se plaindre, mais il faut quand même reconnaître qu'on a le pompon sur les sanctions et les restrictions. Si on veut que la profession survive, passe le cap, il va falloir encore une fois se mettre autour de table et nous accompagner. Laisser un peu de temps aux gens et pas être buté sur une date fixe. Voilà. Après, il faut de la bonne volonté aussi, on est bien d'accord. Si je vous dis le 1er août, vous devez faire ça, et vous dites, attendez, laissez-nous au moins le mois d'août, le temps de digérer, on pourra tous le comprendre. Si par contre, à fin décembre, vous n'avez toujours rien fait, là, par contre, clairement, c'est pas compréhensible, on est d'accord. Donc, il faut aussi de la bonne foi des professionnels, mais ça, on n'en manque pas. Donc, là, je ne doute pas que les choses seront suivies. Donc là, côté timing, aujourd'hui, on peut aller au restaurant sans passe sanitaire aujourd'hui. On attend que cette loi soit promulguée. Exact. On parle de la fin du mois, c'est à peu près ça. Ce serait peut-être autour 1er 5 août, a priori. Voilà. Et vous, ce que vous espérez, c'est pas qu'on vous dise le 1er août, c'est pour le 1er août. Encore une fois, comme le disait un ami, un collègue hier, ne fais pas la boue avant la pluie. Voilà. Donc effectivement, pour que les choses se fassent et se mettent en place, on s'appuie sur du législatif. Il y a un texte de loi qui encadre la profession, qui encadrera la profession, la possibilité d'exercer. On s'y conformera le plus vite possible au mieux. Il nous faudra nous accompagner, nous expliquer si vraiment les modifications sont d'ampleur, comme ce qui est déjà potentiellement annoncé. Et après, écoutez, on fera pour le mieux. La grande question, c'est comment l'appliquer à Mayotte. Comme l'expliquait Kama, avec El Bouacheti, choses comme ça, il y aura vraiment des problèmes. C'est sûr. Et voilà. Merci beaucoup d'être venu ce matin pour Plaisir. En parler. Évidemment, vous reviendrez quand tout ça sera un peu plus clair. Oui. Pour que on l'espère. Merci. Courage, en tout cas, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de vos programmes. Proman, leader de l'intérim à Mayotte, vous accueille depuis 3 ans à Kawini et désormais sur Petite Terre à Pamandzi. Optez pour la gamme de produits biodégradables pour le bien de Mayotte. Rendez-vous chez Odim, votre partenaire pour votre restaurant, vos fêtes et vos mariages. 7h29, on va marquer une pause. Juste après la pause, le CQFD d'Anne-Constance Ongana. A tout de suite. Jusqu'au 31 juillet, avec Alliance, pour tout nouveau contrat d'assurance auto ou habitation, bénéficiez jusqu'à 3 mois d'assurance offerte la première année. Et les suivantes aussi. Voir conditions en agence. Pour en savoir plus, rendez-vous sur outremer.alliance.fr.
Vos magasins Intersport changent d'adresse. À partir du 8 juillet, foncez dans le nouveau concept Intersport, zone industrielle Kaweni au premier étage d'Hyperdiscount. Plus d'espace, plus de choix, plus de marques. Profitez du meilleur du sport dans un espace de vente de 1500 mètres carrés. Le nouveau concept Intersport vous accueille du lundi au samedi de 9h à 18h. Intersport, zone industrielle Kaweni. Intersport, le sport, la plus belle des rencontres. Oh là, ça va faire des vagues, ça. De quoi? Et quoi, t'es pas encore au courant? Red by SFR Mayotte a sorti ses nouvelles offres mobiles. 50 gigas d'internet, appels et SMS illimités. Le tout pour 9,99€ par mois, sans engagement. Des nouveaux forfaits mobiles? Je me connecte de suite sur le site redbysfr.yt. Et oui, c'est ça, Red. Et ça va faire des vagues. Offre soumise à condition pour toute souscription au forfait Red Mega sans engagement. Détails sur redbysfr.yt. Ah, enfin du temps pour te parler. Mais tu vas griller ton crédit, ma belle. Mais t'inquiète, avec ma nouvelle puce Inquili, j'ai 5 jours pour t'appeler en illimité. Du 1er au 31 juillet 2021, pour toute activation d'une puce Inquili à 5€, au premier rechargement, bénéficiez des appels et SMS en illimité pendant 5 jours. Offre valable à Mayotte, kit main libre recommandé, condition du bonus sur orange.yt. Orange. SFR avenze amfurahishe Asna. Wamish tunizivenzao hizi bon plan. Babu na hizikia wamila wanazo kamwe. Asna wahimorenga pesi mpya SFR ustamani wa gigantaru sukuntaru. Na heka iyo telefoni tulo kredi. Sukia handa erontaru deitswa hao. Gigantaru? Oui, marahaba SFR. Mwajara unu usurumishia atampaka mwezi 31 wa juillet. Na heka usaha uti kredi masharti harma maduka ya SFR. Mariage, organisation de soirée, besoin de matériel de réception et de décoration. Que vous soyez un particulier ou un professionnel, Odim est votre partenaire en équipement des métiers de l'alimentation. Toujours plus de choix. Vaisselle, ustensiles de cuisine, matériel jetable en matériaux recyclés et recyclables, décoration spéciale mariage et anniversaire à thème. Chez Odim, vous trouverez les produits aux plus grandes marques et au meilleur rapport qualité-prix. Faites le choix de l'excellence, choisissez Odim. Votre magasin Odim Kaweni, face parking Solifram, ouvert du lundi au samedi. 02 69 62 04 51. Mayotte Scoot, c'est votre concessionnaire Peugeot Scooter à Mayotte, situé à Kaweni, face à Sogea, rue de la Grande Traversée. Mayotte Scoot est spécialisé dans la vente, réparation de scooters de marque Peugeot, ainsi que la vente des accessoires, gants, blousons, casques, anti-vol. Et pour tout achat d'un scooter, Mayotte Scoot vous offre la carte grise, un casque, un gilet jaune, une révision et une garantie 2 ans. Rendez-vous chez votre concessionnaire Mayotte Scoot à Kaweni. Pour tout renseignement, 0269 62 67 48. Bonjour à tous et bienvenue sur Quiz. À la une de cette édition, on vote à Kanikeli dimanche. Un appel d'offres du CD qui fait polémique. Nous parlerons également de Samboro, grève, adressage et CIMAD. Bienvenue au cœur de l'actu de ce vendredi 16 juillet. Je vous le disais en titre, 4 listes sont donc en compétition du côté de Kanikeli ce dimanche pour le premier tour de cette élection municipale. Bien évidemment, le maire sortant, Abdou Rachedi, est tête de liste d'une équipe qui se présente au suffrage. Ayouba Hassani Soufiane est également lui aussi candidat. C'est lui qui est l'instigateur du recours qui a fait annuler l'élection de mars et juin 2020. Le CD 976 a lancé un appel d'offres pour le transport public d'une valeur totale de 100 millions d'euros comportant un lot unique et indivisible. Cet appel d'offres sera donc inaccessible et de loin à tous les acteurs locaux, y compris les sociétés travaillant avec Matisse. Impossible également d'imaginer un groupement, la date ultime de rendu n'étant qu'en septembre. Les délais sont trop serrés. Pour le directeur adjoint de la coopérative Taxi Vanille, on va essayer de se rapprocher du conseil départemental, dit-il, pour avoir plus d'infos. Mais je vous avoue qu'on est stupéfait et écœuré de la façon dont on a été perçu. Fin de citation. Le maire de Samboro s'engage contre la lutte contre l'habitat illégal. Il l'a déclaré à travers un communiqué hier. Les habitants de la commune, dit-il, se plaignent d'une arrivée importante de personnes en situation irrégulière. Ces dernières sont accueillies et hébergées par une partie de la population. De ce fait, la police municipale va sillonner les villages de la commune pour identifier les lieux et les personnes hébergeant ces étrangers en situation irrégulière. L'intersyndicale CFDT peine à rassembler large pour sa grève au CHM et à l'ARS hier matin. En effet, pour la reprise du mouvement, le cortège de manifestants était bien plus maigre qu'il y a 3 semaines, une 50aine de personnes à peu près. Les manifestants ont pris la direction de l'ARS, scandant le nom de Dominique Voynet. La directrice générale de l'ARS ne semble plus vouloir continuer ce dialogue de sourds qui s'est
instauré. L'adressage s'accélère. Du côté de Mamoudzou, les habitants et les entreprises ont changé d'adresse. Un travail précis et rigoureux. Pour Mamoudzou Village, par exemple, tous les numéros sur les bâtiments seront posés d'ici la fin du mois de juillet. Les habitants vont par ailleurs recevoir leur certificat d'adressage leur permettant de procéder aux modifications de leur adresse. Et enfin, la CIMAD qui épingle la préfecture de Mayotte. 23 préfectures sont épinglées d'après leur rapport. L'association cible plus particulièrement Mayotte en expliquant que, je cite, des milliers de personnes sont privées des droits les plus élémentaires. Elle parle de quadruple peine, à savoir l'exigence illégale du passeport ou de la carte d'identité du pays d'origine pour déposer une première demande de titre de séjour. Des interpellations massives, y compris autour des endroits de soins, des établissements scolaires ou en violant les domiciles. Voilà qui bafoue les droits les plus élémentaires. Fin de citation. 7h35, c'est tout pour ce flash. Tout de suite, la suite de vos programmes. Et comme tous les vendredis, on retrouve CQFD, présenté ce matin par Anne-Constance Ongana. Proman, leader de l'intérim à Mayotte, vous accueille depuis 3 ans à Kaweni et désormais sur Petite Terre à Pamandzi. Optez pour la gamme de produits biodégradables pour le bien de Mayotte. Rendez-vous chez Odim, votre partenaire pour votre restaurant, vos fêtes et vos mariages. CQFD, c'est maintenant et c'est sur Kwezi et c'est avec Kadhafi Atoumani. Kadhafi Atoumani, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans CQFD. Merci et puis bienvenue. Oui, on est dans votre bureau ici. Alors on est où? Alors on est chez Acto. C'est quoi Acto? Acto, c'est l'organisme qui finance la formation des salariés à la demande des entreprises. Donc notre métier, c'est d'accompagner les entreprises qui ont besoin de former leurs salariés, qui ont besoin de compétences, mais qui ont aussi besoin peut-être de recruter des jeunes dans le cadre de contrats en alternance ou des choses comme ça. Donc on est des structures qui accompagnent les entreprises et qui accompagnent les territoires en réalité. Donc vous êtes un point d'observation incroyable sur le développement économique du territoire, 10 ans de départementalisation. Les entreprises, le monde de l'entreprise a changé en 10 ans, Kadhafi Atoumani? Il a évolué. Je ne dirais pas qu'il n'y a pas une transformation radicale. On a plutôt une montée en compétences des responsables. On observe très clairement que les dirigeants sont beaucoup plus affûtés dans leur métier. On observe aussi la montée en compétences de collaborateurs. Maintenant, il y a encore beaucoup de choses à faire. Les entreprises ont besoin de continuer à être accompagnées parce que, paradoxalement, elles ont de plus en plus de besoins. Donc il faut arriver à répondre à ces besoins qui sont importants et qui sont de plus en plus coûteux. Alors, cette départementalisation, elle a amené quoi au quotidien des entreprises et des chefs d'entreprise? Je dirais qu'elle a amené peut-être de la visibilité. Je ne pense pas qu'elle ait amené beaucoup plus de choses que cela. Elle a amené de la visibilité, c'est-à-dire qu'un dirigeant, aujourd'hui, il sait qu'il est sur un territoire qui est un département d'outre-mer. Et donc, ça veut dire qu'en termes d'investissement, un investisseur qui va venir, ou lui-même, un chef d'entreprise qui va investir, oui, il sait que là, il n'y a pas de possibilité, ou en tout cas à court terme, il n'y a pas de risque particulier qu'on ait des modifications institutionnelles. Donc, en termes de visibilité, en termes de clarté sur ce que l'on veut faire et les investissements qu'on peut réaliser, là, très clairement, il me semble que les choses se sont améliorées. Maintenant, il y a aussi des moyens qui sont importants, qui sont à disposition. Il faut maintenant s'interroger sur la capacité de nos entreprises à aller chercher ces moyens. Donc là, c'est votre rôle de mettre en relation les moyens et les besoins.
Alors, en matière de formation, j'entends. Les moyens sur la formation professionnelle, il n'y a pas de problème. Nous, on est là et c'est notre métier que de nous mettre à la disposition des entreprises, même si aujourd'hui, la réforme de la formation professionnelle a fait que on ne s'occupe plus ou on s'occupe beaucoup moins des entreprises de plus de 50 salariés. Et l'État nous demande de nous consacrer à l'accompagnement des petites entreprises, puisqu'il estime que les entreprises de plus de 50 salariés sont en capacité d'avoir un directeur des ressources humaines, d'avoir une organisation interne qui peut permettre d'avoir un meilleur accompagnement. Par contre, les petites structures, notamment celles de moins de 50 salariés, ont besoin qu'on continue à les accompagner. Donc cette réforme de la formation, elle a aussi diminué les moyens qui étaient mis à disposition pour ces structures de plus de 50 salariés et elle a mis un peu plus de moyens pour les entreprises de moins de 50. Ceci dit, elle n'a pas touché à l'alternance, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on continue à financer, quelle que soit la taille de l'entreprise, on continue à financer les contrats en alternance pour toutes les entreprises du territoire. Mais finalement, c'est plutôt une bonne nouvelle puisque le tissu entrepreneurial mahorais est plutôt constitué de PME et de TPE. Donc, ce qui veut dire que ça concentre plus de moyens pour répondre à nos besoins. Ça concentre plus de moyens pour répondre à nos besoins. Le sujet, c'est que, et malheureusement, les entreprises qui ont plus de 50 salariés ont autant de besoins que les entreprises qui ont moins de 50 salariés. Mais si elles ont des DRH, elles peuvent organiser leur propre plan de formation et... Elles peuvent organiser, et là, le problème de l'ingénierie, du montage de projet ou du montage de plan de formation, il est réglé. Ce qui est compliqué, c'est maintenant d'aller chercher des fonds parce qu'il y a une réalité mahoraise, c'est que la question de l'illettrisme, la question de l'analphabétisme, la question de la qualification des hommes et des femmes, cette question-là, elle est prégnante, elle est essentielle. Et on ne pourra pas parler, on ne peut pas parler de développement économique, on ne pourra pas se projeter à l'avenir, on ne pourra pas parler de compétitivité du territoire si on continue à avoir autant de personnes qui sont en situation d'illettrisme et ou d'analphabétisme. Ça, c'est clair. Et comment on fait, Kadhafi Atoumani, pour régler ce problème ? Comment on fait ? On mutualise les moyens. Comment on fait ? On met en place une plateforme territoriale de lutte contre l'illettrisme qui est logée au GIP Cariforef, qui ensuite essaye d'avoir une vision d'ensemble. Comment on fait ? On essaie de monter une ingénierie pour essayer d'accompagner les différents publics que l'on a, que ce soit les personnes qui sont chez elles, que ce soit les demandeurs d'emploi, que ce soit les jeunes, que ce soit les salariés. Comment on fait ? On essaie de trouver des dispositifs qui permettent d'aller vite, notamment aujourd'hui en utilisant l'outil informatique, en utilisant la médiation. Enfin bon, on fait feu de tout bois. Et ça marche ? Il y a des résultats ? On a des résultats, mais ça n'est pas assez rapide parce qu'on travaille sur la matière humaine. Et la matière humaine, elle a besoin de temps. Le problème, c'est que Mayotte n'a pas le temps sur ces sujets-là, paradoxalement. Sur ces sujets-là, on n'a pas le temps. Parce que vous avez d'un côté des jeunes qui arrivent sur le marché du travail. Qui sont encore en situation quelquefois d'illettrisme ? Qui sont pour beaucoup d'entre eux en situation d'illettrisme. Ils sortent de l'école et ils n'ont pas les savoirs de base leur permettant d'évoluer en entreprise. En tout cas, ceux qui arrivent dans le monde de la formation professionnelle, on observe ces difficultés, même s'il y a un travail qui est important, qui est mené par l'Éducation nationale pour essayer d'améliorer la situation, mais on doit continuer à travailler parce que on observe, si vous regardez les statistiques des journées d'appel à la défense, vous regardez les statistiques, on observe encore beaucoup trop de jeunes qui arrivent sur le marché du travail et qui sont malheureusement lestés par ces difficultés. Donc c'est très difficile pour une entreprise d'aller recruter ces jeunes parce qu'il va falloir doubler les efforts pour essayer de les insérer. Maintenant, il y a des travaux qui sont faits. Alors pour l'emploi, les missions locales, chacun fait dans sa partie. Le Conseil général aussi est actif là-dessus, mais on a encore beaucoup de travail. Et selon votre expérience, il va falloir combien de temps pour gommer ou réduire cette fracture, étant entendu que l'Éducation nationale a revu beaucoup sa manière d'enseigner les savoirs de base et commence à dire qu'il y a moins de jeunes gens qui arrivent au collège et au lycée sans savoir lire et écrire.
Alors, on a deux problèmes qui se posent. Oui. On a un premier problème, ce sont les jeunes qui sortent, qui arrivent et qui ont besoin d'être accompagnés. Le deuxième problème, ce sont ceux qui sont déjà dans le marché du travail. Oui. Ce sont ceux qui travaillent déjà. Et tout à l'heure, je vous parlais des jeunes, mais imaginez les jeunes qui arrivent de métropole,